On va rentrer un peu dans la technique avec les techniques d'appareillage et l'équipement nécessaire d'un centre spécialiste de l'enfant. Monsieur Vinet, vous nous avez transmis donc en amont de cette table ronde des vidéos montrant comment voilà, vous travaillez avec vos petits patients. Donc je vous propose de regarder d'abord celle de Gaspard qui a 2 ans et vous pourrez la commenter après. Oui. C'est quoi ça? Hein? C'est quoi? Gaspard? Gaspard, c'est le canard? Le canard? Coin, coin, coin? Bravo, et ça c'est quoi? Le cochon! Le cochon! Et le cochon. Ah ça tu connais ça. C'est quoi? Gaspard, c'est quoi ça? C'est quoi? Chat. On écoute bien. Le canard! Coin, coin, coin! Coin, coin, canard! Oui. Alain, alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que nous venons de voir hein? Alors, donc, au niveau du conditionnement de l'enfant, il y a des âges qui sont critiques et on doit, en fonction de l'âge de l'enfant, soit faire de la réactométrie sur un tapis d'éveil, par exemple, soit faire ce qu'on appelle du réflexe d'orientation-investigation avec distracteur. Hein, donc, c'est un conditionnement surprise. Sachant que l'enfant n'a pas la maturité pour obéir à une consigne. Lorsque tu entends, tu appuies. Il ne sait pas attendre. C'est un âge critique, donc il ne sait pas attendre. Donc cette pratique du distracteur fait intéresser l'enfant à une tâche qui doit être intéressante, mais pas trop non plus. Et il sait qu'à chaque stimulation, à ce moment-là, on le sort de son activité et il appuie. Et ça nous permet de déterminer des seuils auditifs. Et les seuils auditifs sont la base de notre travail, sur lequel vont ensuite s'appuyer le process d'appareillage avec donc l'audiométrie, c'est notre base de travail. Hein. Il faut confronter les différents examens. On a la chance, effectivement, avec des équipes hospitalières, d'avoir des éléments objectifs, subjectifs, qui sont très complets. Des fois, c'est pas toujours le cas. On travaille et on peut pas travailler en aveugle. Hein, on est obligé, on peut pas appuyer une méthodologie scientifique sur des bases qui sont fausses. Donc, nos seuils auditifs, on a développé donc un logiciel qui permet de garder, de captiver l'enfant à effectivement répondre dès qu'il entendait, développer aussi des techniques plutôt que d'utiliser des casques qui sont peu agréables pour l'enfant et qui sont parfois rejetés. Donc on fait une audiométrie aux écouteurs inserts avec des embouts sur mesure.
on cherche à mettre l'enfant dans les meilleures conditions possibles pour effectivement mener à bien une audiométrie qui, comme je vous le disais, est la base de notre travail. Donc vous avez développé tout ça, vous, en interne En C'était des solutions qui n'existaient pas il y a encore quelques années. Des logiciels, voilà, depuis de nombreuses années, oui. On a réfléchi à ce qui pouvait aider à mener un test dans de meilleures conditions. Et donc on s'est donné les moyens de développer des outils qui le permettent. D'accord. Donc nous avons également une deuxième vidéo d'un enfant un peu plus grand, de Nargis, qui a 3 ans. Là, on serait plutôt en conditionnement actif, hein, c'est-à-dire que l'enfant, là, est capable de répondre à une condition. Voilà, parce qu'il a un an de plus que le précédent. Dès que tu entends, tu appuies. Oui. Super. Donc là, un conditionnement actif, hein, on voit à quel point il faut monter une interaction dynamique avec l'enfant. Alors on n'a pas toujours des enfants aussi expressifs, mais il faut créer ce lien, savoir s'adapter à l'enfant. Des fois c'est l'enfant qui donne les règles du jeu. Hein. Des fois il faut sortir, ne pas imposer, et puis c'est lui qui va nous donner la manière de décoder ses réactions. Là c'est une enfant qui est en surdité profonde premier groupe, appareillé. Donc on faisait un test de gain prothétique. Et ce suivi, les retours qu'on a vont nous permettre de dire oui, est-ce que l'appareil répond à notre besoin et va permettre à l'enfant de rentrer dans le langage et donc de se socialiser, ou est-ce que non, il y aura un frein au développement de l'enfant, et donc là je reviens toujours à cette année fatidique et très importante sur le plan du développement de l'enfant. Il faut qu'on soit capable, nous audioprothésistes, en harmonie avec les équipes, de dire j'ai un résultat insuffisant, je sais pas faire. Voilà. Donc on peut aussi implanter l'enfant d'un côté, et peut être implanté d'un côté et garder une prothèse contralatérale. On a des systèmes qui sont des appareillages bimodaux. Hein. Mais donc faire dire les compétences de l'enfant, aider les parents à se représenter où est-ce qu'on en est. Hein. C'est un de nos rôles qui me semble important. Donc Richard, ce qu'on a vu dans les vidéos, tous les centres Amplifon spécialistes de l'enfant disposent de ce type de matériel équivalent, enfin le même ou équivalent. Oui, c'est une condition, ça fait partie du cahier des charges. Ça fait partie effectivement de notre vision des choses. Comme on le disait tout à l'heure, l'appareillage pédiatrique, d'abord, c'est une responsabilité toute particulière, et derrière, ça nécessite des compétences, des outils particuliers. Donc, à quelque chose près, on retrouve dans les centres spécialisés
des matériels comparables. Et de plus en plus, comme on travaille ensemble, ce groupe d'audioprothésistes spécialistes travaille ensemble, se voit régulièrement autour de quelles sont les bonnes pratiques, comment on progresse, quels outils on développe ensemble, quelles méthodes on met en place ensemble. De plus en plus, on arrive à des démarches communes, tant sur, encore une fois, les compétences relationnelles avec les parents, sur les techniques audioprothétiques et les matériels nécessaires. Le réseau enfant, c'est toute la force de comparer nos pratiques. On essaye de les mettre en harmonie. On réfléchit sur l'environnement à mettre en place. On fabrique des meubles. Construit des meubles. Oui, justement, on parlera après de l'aménagement du mobilier, voilà. Et donc effectivement, ce sont apparemment des systèmes qui sont assez généraux, puisqu'on a un peu plus d'un tiers des répondants à notre enquête qui disent que leur centre est doté de matériel spécifiquement pédiatrique, donc des tests de conditionnement, des jeux d'encastrement, des train shows, des logiciels d'audiométrie comportementale, c'est ce qu'on a vu, Peep Show Box. Mais alors moi, ce qui m'a étonné dans ces résultats, c'est que 26% des audios qui se positionnent comme spécialistes de l'enfant déclarent ne pas utiliser de matériel spécifique. Donc, est-ce que ça veut dire qu'à partir d'un certain âge, on n'est pas forcé d'avoir ce type de dispositif ? Je pense qu'on gagne véritablement à traiter un enfant comme un enfant. Voilà. Et jusqu'à quel âge il s'agit d'utiliser ce genre de matériel ? Moi, je pense au-delà. C'est pas parce que l'enfant a atteint l'âge de raison qu'on est obligé de lui imposer de lever la main. On peut, au travers justement des supports visuels qu'on a, voir où il en est dans le développement du langage. Qu'est-ce qu'il a comme vocabulaire? Quelle est sa qualité d'articulation? Donc, je pense qu'il faut, sortir de la technique adulte. Il faut adapter. Donc, c'est indispensable d'avoir. Il faut faire des tests vocaux. Il faut faire, voilà, c'est un ensemble il faut du matériel aussi pour faire les tests vocaux. On peut faire des tests vocaux avec désignation. Donc, et le plaisir qu'ont les enfants aussi à passer en test. Il faut être conscient de ça. Les enfants qui viennent pour une prise d'empreinte et le timing est un petit peu serré, etc. Ils montrent, ils désignent, ils veulent aller voir le vidéo show et puis appuyer quand ils entendent. Donc, je pense qu'il faut s'équiper. Ouais. C'est une partie de la réussite du travail. Et c'est un très bon médiateur aussi pour rentrer en contact avec l'enfant. Le contact spontané avec l'enfant, tout le monde. Les orthophonistes sont surdoués pour ça. Ils savent mettre en place vraiment un échange et une complicité avec l'enfant. Tous les audioprothésistes l'ont pas, mais avec un médiateur, ils peuvent l'acquérir. Avec des matériels peut-être différents. C'est sûr que pour des enfants... du matériel spécifique quand même. Voilà. Et quand les enfants grandissent, on sera plus avec des matériels multimédia pour capter l'attention, pour que ça reste ludique et que ça reste un bon moment qu'ils vont passer avec leur audioprothésiste. Christian, dans les audioprothésistes que vous rencontrez fréquemment, est-ce que vous jugez qu'il y en a qui ne sont pas suffisamment, voire pas du tout équipés pour faire de la pédiatrie ? On ne vous oblige pas à citer de nom. Non, je suis mal placé pour juger, effectivement. Nous, on a une gamme de produits spécifiquement développés pour l'appareillage de l'enfant. Donc, nos clients, effectivement, vont travailler ce point-là et donc ont tous les outils nécessaires pour pouvoir travailler correctement. Après, oui, comme dit Alain, il y a l'appareillage du tout petit et du petit. C'est-à-dire que je pense que jusqu'à l'âge de 6-7 ans, il faut des outils vraiment extrêmement spécifiques et puis de la connaissance, de la technique, voilà. Après, effectivement, quand on parle avec des ados, parce que en France, l'appareillage de l'enfance c'est jusqu'à 20 ans. Donc, quand on parle avec des ados, oui, effectivement, là, on a peut-être besoin de moins de matériel spécifique, mais quand même de matériel particulier adapté à leur âge, mais aussi à leurs besoins de développement, complètement. Mais en général, je vois quand même des centres qui sont plutôt bien équipés. D'accord. Plutôt bien équipés.
Donc effectivement, bon, vous avez parlé de l'appareillage. On va effectivement rentrer dans l'appareillage stricto sensu. On va commencer par ce que vous appelez la Formule 1 de l'appareillage. Quelles ont été les grandes évolutions ces dernières années en termes d'implants cochléaires pour les enfants? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'implant de l'enfant a une vingtaine d'années. Donc, les implants d'il y a 20 ans étaient beaucoup plus gros. Déjà, au niveau de l'implant lui-même, il faisait presque plus de 10 mm d'épaisseur. Donc, on ne pouvait pas implanter des jeunes enfants. L'implantation du jeune enfant, elle date donc il y a une quinzaine d'années, quand la partie interne déjà s'est miniaturisée pour des épaisseurs, on va dire, inférieures à 8 mm pour la partie qui est sous la peau. Parce que sinon, il y a des problèmes de lambeaux cutanés, des problèmes chirurgicaux. Donc là, on est arrivé à des implants de plus en plus fins. Aujourd'hui, on est à 4 mm. Donc, c'est des implants extrêmement fins. Chirurgie, ce qu'ils appellent minimale invasive. On fait des toutes petites incisions. L'enfant se réveille, on pourrait pratiquement le libérer le lendemain. Donc, miniaturisation des parties internes. Et évidemment, miniaturisation des parties externes qui sont portées sur l'oreille. Là aussi, il y a 20 ans, le processeur, c'était un boîtier. La taille d'un paquet de Marlboro dans la poche, un câble, un microphone. Le contour d'oreille est arrivé, pareil, au milieu des années 90. Donc, processeur déporté sur l'oreille. Et depuis, les évolutions sont constantes, un peu comme dans la prothèse, en termes de miniaturisation. Des appareils de plus en plus légers. Donc, chez l'enfant, le problème, c'est souvent le poids, la taille, l'ergonomie. Et aujourd'hui, on arrive à faire des processeurs qui sont entre 2 et 8 grammes. Donc, un système très léger, très fin. Mais il y a encore 10 ans, les processeurs étaient larges. Il y avait des problèmes de poids sur l'oreille, de pavillon qui se déformait. L'implant consomme beaucoup plus que la prothèse. Avec une petite pile, on fait une semaine, je pense, à m'avoir 15 jours. Oui, nous, avec l'implant, quelle que soit la marque, c'est une pile par jour. Donc les processeurs portent 2, voire 3 piles. Donc ça prend de la place, ça prend du volume. Donc actuellement, une des bagarres, si je puis dire, c'est arriver à optimiser la consommation pour réduire le poids de l'appareil. Et maintenant, les évolutions très rapides ces dernières années, comme en prothèse, c'est la connectivité vers les systèmes Bluetooth, les systèmes FM pour aller à l'école. L'étanchéité, résistance à l'humidité, à la poussière, parce que l'enfant, il va traumatiser beaucoup plus son processeur que l'adulte. Il va le manger, il va le mâchouiller, il va le poser, il va coller l'antenne aimantée sur le bus qui va partir. Et ça coûte très cher, ça coûte 6 000 € un processeur. Donc il y a aussi des problèmes d'assurance, de remboursement. Donc les parents aussi sont impliqués là-dedans. Donc voilà. Et le progrès est constant. Et donc, travailler aussi beaucoup sur les accessoires, avec des micro-batteries, des choses comme ça. Voilà. Donc, et puis des configurations aussi adaptées à l'âge de l'enfant. Chez un enfant de 1 an, on peut difficilement mettre le processeur sur l'oreille, sur le pavillon. Donc, on le déporte. Il y a maintenant des solutions chez nous, ce qu'on appelle tout en un. Il n'y a plus rien sur l'oreille. Donc, on parlait des malformations tout à l'heure, mais s'il n'y a pas de pavillon, on ne peut rien mettre. Donc, dans l'implant d'oreille moyenne, par exemple, on a un petit processeur à une pile qui est collé en arrière. Et là, il n'y a pas besoin du pavillon pour le tenir. Donc on travaille un peu sur tous les tableaux, pour essayer d'améliorer les possibilités de bien appareiller les enfants et de rendre les systèmes les plus fiables possibles, parce que quand ils le perdent ou ils tombent en panne, ça coûte très cher à réparer. Heureusement, il y a une prise en charge, un remboursement, mais quand même. Le remboursement est intégral ? Oui. Et tous les 5 ans, en théorie, les patients ont droit à un renouvellement de leur partie externe. Mais ça, c'est théorique. En général, c'est plutôt à 7-8 ans que les parties externes sont renouvelées. D'accord. Voilà. Donc tout à l'heure, on a parlé des audioprothésistes qui étaient régleurs d'implants. Si un audio n'est pas régleur d'implant, quel rôle peut-il quand même jouer par rapport à ce type d'appareillage ? Déjà, connaître l'implant, être capable de dire, moi je règle, je parle au nom de l'audio, s'il n'est pas régleur chez l'enfant, reconnaître que l'enfant a un problème de surdité qui serait une indication de l'implant, donc de l'orienter peut-être vers un collègue audioprothésiste qui a les compétences, et ensuite vers l'ORL, vers le centre d'implantation. Donc l'orientation, l'information, il doit connaître l'implant. Donc il faut qu'il le connaisse. Et ensuite les patients, ils grandissent. Donc l'enfant de 1 an, il va avoir 5 ans, 6 ans, 15 ans, et il ira chez son audioprothésiste pour peut-être acheter des piles, faire nettoyer l'embout, acheter un système Bluetooth. Donc je pense que tous les audios maintenant vont avoir des patients implantés qui vont passer au labo. Souvent, de l'autre côté, ils ont une prothèse. Donc, il doit connaître aussi, en savoir un minimum. Donc, orienter, informer
éventuellement dépanner sur des choses sur lesquelles il peut intervenir, les accessoires. Là, je vois acquiescer. Il ne pourra pas le régler, mais ça viendra peut-être un jour parce que le nombre de patients augmente. Aujourd'hui, c'est réservé au centre d'implantation. Mais quand il y aura des dizaines de milliers de patients, il faudra bien peut-être envisager ça. On peut s'orienter vers des délégations de tâches. Bon, ça prend du domaine du politique, mais c'est encore un autre sujet. En France, c'est très encadré, mais en Allemagne, ça se fait. Et nous n'avons pas de représentants du ministère qui pourraient, ou des syndicats qui pourraient s'exprimer nous-mêmes, en tant que fabricants, on là-dessus. n'est pas autorisés à régler les implants. Chez nous, si je puis dire. Mais on sait le faire, bien sûr, on connaît nos matériels, mais ça se fait en centre d'implantation. Mais c'est vrai si un patient, ça sera normal dans l'évolution. Quand on discute avec les responsables de centres d'implantation, ils sont saturés. Ils sont saturés. Ils enchaînent rendez-vous sur rendez-vous de contrôle, de réglage. Et à un moment donné, il va falloir effectivement sortir les patients de ces centres-là. Et c'est les audioprothésistes qui vont les prendre en charge pour le suivi. Et il y aura un retour. On peut imaginer une prochaine délégation de tâches au moins sur cette partie-là. Les cohortes augmentent exponentiellement, donc, et les moyens dans les centres d'implants n'augmentent pas dans la même proportion. Donc, de toute façon, il faudra bien trouver des solutions. Et il y a une autre dimension qu'il faut prendre en considération, c'est la proximité. C'est-à-dire que quand on oblige des patients et des petits patients avec leur famille à faire 200 km, c'est quand même une lourdeur supplémentaire par rapport à une solution pour laquelle ils pourraient trouver un centre de proximité. Effectivement, une famille, un enfant au suivi. Un bon suivi. J'y vais pas parce que, et donc effectivement, après on connaît les problèmes que ça peut engendrer. Absolument. Et